Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Yucatan, c'est vraiment superbe et je suis avec Alberto Agar. Bonjour, bonjour, comment vas-tu Lilou? Je souhaite vraiment la bienvenue à tous tes auditeurs. C'est un privilège de faire cette interview avec toi et de te rencontrer à nouveau. Et eh bien, on va démarrer. Je suis vraiment très excitée d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est une rencontre vraiment qui a été le fruit de synchronicité et j'ai le cœur qui bat très fort. Je sais que vous allez nous donner des informations très précieuses. C'est vraiment pas une interview habituelle et je vous invite à être très attentif et à écouter avec votre cœur. Dites-nous un petit peu où est-ce que nous sommes. Vous êtes un archéo-astrologue ou astronome. Oui, c'est ça, archéo-astronome. Alors, c'est pas courant, mais en gros, un archéo-astronome, c'est quelqu'un qui étudie sous des facettes multidisciplinaires les civilisations anciennes, comment elles ont construit, comment elles voyaient l'univers, comment est-ce qu'elles ont copié à petite échelle sur Terre certaines choses. Cela implique des mathématiques, la géométrie, le design architectural, l'ingénierie, la chimie. Les Mayas avaient une grande connaissance de la chimie, les acides aminés, tout ça. Alors dites-nous où nous sommes en ce moment et pourquoi vous avez choisi cet endroit. Qu'est-ce qu'il représente? Je sais qu'il y a beaucoup de ruines au Yucatan, mais où est-ce que nous sommes ici? Eh bien, il y a une petite voix qui m'a dit que ça devait se faire ici. Et en fait, c'est ici que tu es né il y a très longtemps. Donc tu es de retour. C'est ta maison. Et comment on l'appelle? Sujiachen. Et c'est un des sites les plus anciens. Ce ne sont pas des ruines mayas pour moi. Pour moi, les ruines, ce sont les villes actuelles. C'est là qu'on trouve les HLM. Les gens habitent dans des endroits tout petits, ils ne peuvent pas se connecter avec la nature. Ici, ce sont des villes endormies, des universités endormies. Il y a des tonnes d'informations. Et celle-ci en particulier contient un des plus grands sakbeth, qui sont des routes blanches que les Mayas construisaient et qui contiennent beaucoup de secrets. On pourrait faire une interview complète juste sur les sakbeth. Mais disons, pour aller directement au sujet, il faut d'abord comprendre que le calendrier maya s'est achevé. Mais la plupart des gens qui travaillaient sur la cosmologie maya étaient basés sur les histoires du 21 décembre 2012 avec l'apocalypse, les catastrophes. Et on a vu que les librairies étaient remplies de tonnes de livres sur l'arrivée des extraterrestres qui allaient nous sauver, sur les monstres qui allaient sortir des océans et toutes ces choses. Et ce n'étaient que des déviations bien programmées de la vérité maya. Maintenant que ce carnaval est terminé et que tous ces gens remballent leurs jouets et pourront attendre 26 000 ans avant de pouvoir nous ressortir cette histoire. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment très déçus que rien ne se passe. D'abord, les Mayas avaient des prophéties, en effet, et ils ont prophétisé la fin du monde, pas la fin de la planète. Et ce sont deux choses très différentes. La fin de la planète, c'est pas pour demain, avant quelques milliards d'années. La fin du monde, oui, le monde est en train de s'effondrer. Selon la cosmogonie maya, notre société est structurée autour de 4 institutions que j'appelle les griffes gigantesques de testostérone parce qu'elles sont construites par les hommes, dirigées par les hommes et dédiées aux hommes. Ces 4 institutions sont politiques, religieuses, économiques et militaires.
qu'ont-elles en commun? Elles manquent du féminin divin. Le féminin divin a été systématiquement exclu pour pouvoir contrôler la population. Ce monde-là est en train de s'effondrer et les institutions qui ne vont pas inclure les femmes, pas en tant qu'égales, parce que nous sommes différents, nous sommes complémentaires, ils vont disparaître et vont perdre de la vitesse. Ils vont entrer dans le chaos et on voit bien que de nos jours, par exemple, le système bancaire s'effondre, l'économie, la guerre, les industries pharmaceutiques indirectement, le monde de la médecine. Par exemple, la médecine, c'est un domaine typiquement féminin qui a été volé par le masculin. Et ces institutions ont le docteur et l'infirmière, le prêtre et la nonne, le général et le sergent. Et partout, bon, des fois on voit. Et comment cela est-il relié à la culture maya? La cosmogonie maya était égalitaire entre les genres, les hommes et les femmes. Tout ce qu'ils nous ont laissé, tout ce qu'ils nous ont légué est basé sur l'équilibre entre l'homme et la femme. Et au départ, quand on pénètre la cosmogonie maya, on peut peut-être ne pas s'en rendre compte, mais quand on approfondit, quand on peut commencer à interagir avec les prêtres, les prêtresses, quand on s'intéresse à la manière dont ils ont construit les choses, leur processus de guérison, on commence à comprendre que tout est basé sur l'équilibre entre le masculin et les féminins. Et tout ce qu'ils faisaient était fondé là-dessus. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais je crois que vous avez découvert, éprouvé que tout dans leur culture, comment ils mangeaient, comment ils construisaient, était en parfaite harmonie. C'est exact. Ils construisaient, ils créaient leur propre univers en étant en parfaite compréhension de l'endroit où ils se trouvaient, que ce soit du macroscopique au microscopique. Nous sommes entre les deux. Nous avons compris que l'univers contient des géométries sacrées qui gouvernent tout, jusqu'au plus petit élément de la nature. Ils avaient accès à la chimie biologique par l'usage des psychotropes. C'est pour ça que ces médicaments Maya, qui sont pour la plupart interdits aujourd'hui, sont des outils pour rentrer dans ce microcosme. Ils étaient capables de comprendre que tout a ces schémas, ces signatures, que la création donne à tout ce qui existe. Et ils disent, on est au milieu entre le micro et le macro. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons, doit être dans ces échelles de manière fractale. Nous avons fait maintenant plus de 7000 tests sur le terrain et notre erreur n'est que de 1,7%. Donc on parle vraiment de science exacte ici. Nous avons retrouvé leur unité de mesure et même la plus petite graine cousue sur le col d'un vêtement était basée sur ces mesures fractales. Et bien sûr, avant de pouvoir faire ça, il fallait la musique. Tout ce que nous voyons, nous-mêmes, sommes de la musique. La culture maya, c'est de la musique en pierre. Et là où nous sommes assis en ce moment, est-ce que c'est une maison, un temple? Comment est-ce qu'elles sont reliées? Parlez-nous un peu de l'étendue du territoire maya et comment tout est relié. Nous avons des spectateurs internationaux, je les appelle mes co-créateurs. Oui, j'aime beaucoup le mot. Nous sommes effectivement des co-créateurs de notre réalité. Et c'est à nous de jouer maintenant que tout le carnaval des catastrophes est terminé, c'est à nous. Eh bien, c'est très simple. Les Mayas, de la même manière que les Chinois, les Hindous, les Sumériens, les Égyptiens, ils étaient capables de décoder que l'univers
est basé sur une matrice qui est fondée sur 7, je les appelle des superordinateurs. On peut les trouver sur Internet ou dans des livres. On les appelle aussi les 7 carrés magiques. Par exemple, Benjamin Franklin était vraiment un grand fan. Ces 7 grilles sont nommées d'après 7 corps célestes. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Lune. Bon, la Terre, c'est le point de référence, donc ça compte pas. Et ensuite, Mars, Jupiter et Saturne. Et ces 7 corps célestes ont donné les 7 jours de la semaine, en espagnol, en anglais. Et on sait que la Genèse dit que l'univers a été créé en 7 jours. Mais le mot « jour », ça ne veut pas dire 24 heures, ça veut dire « traverser ». La lumière, qui est la première cause de la création, a traversé 7 superordinateurs pour être programmée, que son intensité soit abaissée afin qu'elle puisse matérialiser le monde tel qu'on le connaît. Il le comprenait, il le calculait, et tout ce qu'il faisait était basé là-dessus. Il reproduisait à plus petite échelle ce qui se fait dans l'univers. Donc cette ville ici, on appliquait la géomancie, qui est une ancienne capacité surtout détenue par les femmes. Elle parlait à la Terre, et la Terre leur répondait, et leur disait « Ici, il y a un vortex pour Vénus. Là-bas, il y a un vortex pour Mars. Là-bas, il y a la Lune. » Et ensuite, les hommes arrivaient et commençaient à construire. Et ils ont construit sur ces vortex des constructions, des pyramides basées sur ce schéma. Ils reproduisaient le schéma. Et donc on a le Soleil au milieu, et puis on a les planètes autour. Et chacun de ces bâtiments représente un élément du système solaire, et ils émettent de l'énergie. Et ce n'est pas de l'énergie gravitationnelle, c'est une force subtile. L'orgone, je l'appelle. C'est William Reich qui a parlé de cette force. Lui, il sait ce que font les pyramides. Et maintenant, c'est prouvé que près des pyramides, on peut trouver 1000 fois plus d'ions dans l'atmosphère que n'importe où ailleurs. Et ce sont des machines de guérison, parce que quand il y a autant d'ions, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de bactéries, et les vortex aussi. Oui, mais les pyramides aussi créent un vortex par leur forme. Et à l'intérieur, il y a la chambre. Moi, je les appelle des chambres orgonites, selon William Reich. Est-ce que les gens veulent savoir ça? Non, mais surtout pas les industries pharmaceutiques ne veulent pas savoir que vous êtes censé vivre en santé parfaite. Alors, cette disposition, qu'est-ce qu'elle fait exactement dans la vie de tous les jours quand on habite ce genre d'endroit? Puis après, on parlera un peu de la taille de tout ça. Les anciens, pas seulement les Mayas, mais parlons des Mayas, la cosmogonie maya est basée sur 2 colonnes. L'une, c'est la construction, l'autre, c'est la guérison. Si on construit bien, alors on guérit. Et on peut évoluer. Et en faisant descendre ces spirales théoplasmiques qui descendent sur la Terre, dans l'eau, eh bien c'est partout. La vie matérielle, c'est tellement bref. On peut se dire, ouais, on n'en tire pas grand-chose. Mais en fait, on en tire beaucoup. On est en santé toute sa vie. On mange, on évolue, on interagit avec la nature, qui est l'expérience spirituelle ultime, parce que c'est la signature de Dieu. Et c'est ça qu'ils avaient, des milliers d'années d'harmonie parfaite. Et comment est-ce que ces sites étaient reliés entre eux? Vous voyez celui-ci, le gouvernement mexicain n'a pas beaucoup fait d'efforts pour sauver ce site. Les études récentes montrent que l'Empire Maya, c'était pas vraiment un empire, c'était plutôt des cités-États,
On en parlera plus tard. Et la conclusion de ces études, c'est que l'empire maya, le territoire maya, Tabasco, Campeche, le Belize, le Guatemala, le Honduras, Nicaragua, avait la population la plus dense. Eh bien, où sont-ils passés? Et quelle est votre interprétation sur où ils sont? Ils ont été tués ou ils ont ascensionné? Non, non, ils n'ont pas été tués. Quand les Espagnols sont arrivés, leur cité était depuis longtemps abandonnée. Cela faisait déjà 500 ans qu'ils étaient partis avant que les Espagnols arrivent. Le Popol Vuh explique ce qui s'est passé. On peut aussi lire les évangiles, Matthieu. La réponse s'y trouve. Voilà vos devoirs. Les devoirs de classe. Donc la première chose à comprendre dans la cosmologie maya, c'est qu'est-ce que ça veut dire, Maya. Les Mayas, c'est pas une race, c'est pas une couleur de peau, c'est un niveau de conscience. Le mot Maya veut dire sans douleur. Ceux qui vivaient en harmonie parfaite, sans souffrance. Et ils ont laissé dans leur manuscrit que, avant que les Espagnols arrivent, ils ne savaient pas ce que c'était que les maladies. Ils vivaient selon 3 principes. Maya, ça veut dire sans douleur, et 3 principes. Je suis toi, tu es moi. Je comprends que le divin est en toi, et donc tout ce que je peux te faire va me revenir. Et c'est encore maintenant la salutation, Maya. Deuxième principe, l'égalité des genres. Tout était équilibré. C'était plus une matriarchie. Tout le monde pensait que les Égyptiens, c'était les pharaons qui dirigeaient. Mais c'était la reine qui dirigeait. Elle avait un pharaon, bien sûr, qui s'occupait des affaires comme la guerre. Mais c'était le féminin divin. Et la première religion machiste a été créée et le féminin a été exclu. Et puis après, ça s'est étendu sur toute la planète. On n'a pas de femmes rabbins, de femmes prêtres dans l'église catholique. Et ceux qui sont enrubanés dans des tissus jaunes, ils vous serrent la main, mais quand il y a une femme qui arrive, oh non, 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 c'est pas possible. Moi, ça, vraiment, je comprends pas. Ça me dépasse. Donc, ces religions du monde sont basées sur la testostérone. Bon, je ne veux offenser personne, mais il ne faut pas être aveugle non plus. Mais j'espère que ça va s'améliorer. Par exemple, dans l'Église catholique, je ne pense pas qu'on soit très loin de l'ordination de prêtresses femmes, comme chez les Mayas. J'adorerais apprendre davantage sur cette pyramide de conscience. J'ai fait savoir au co-créateur que je venais ici et beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce que cela veut dire, le fait d'être né dans ce cycle, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus. D'abord, je vais parler du 3e principe. Donc, d'abord, le 3e, c'est vert. Construisez à partir de la nature. C'est quoi l'essence de la cosmogonie maya? Bon, moi j'entends des choses, ils décapitaient des gens, ils mangeaient les cœurs de leurs prisonniers. Tout ça, c'est n'importe quoi. Pour commencer, les Mayas étaient monothéistes. Ils avaient un Dieu. Et quand on leur demandait quel est le nom de Dieu, ils ne disaient rien, ils inspiraient et ils expiraient. Ça, c'est le nom de Dieu. On ne le prononce pas, on le respire. Et si vous voulez étudier Dieu, alors on a un nom géométrique pour Dieu. Il s'appelait Hunabku.
ce qui veut dire celui qui donne la seule mesure. Et on représente Dieu avec un carré et un cercle à l'intérieur. Et le ratio entre les deux était le nombre d'or. Et tout est basé dans la nature, sur ce chiffre qui est la signature de Dieu. Maintenant, à Chichen Itza, on va trouver ces constructions des jeux de balles et on disait qu'il y avait 2 équipes et que le vainqueur était décapité et que c'était un cadeau de pouvoir mourir comme ça et qu'il fallait être heureux. Mais c'est faux. C'est un processus d'initiation qu'on fait encore passer dans les sociétés secrètes, les chevaliers templiers, les rosicruciens, les francs-maçons. C'est symbolique. Mais il y a des gens qui disent « Ah, il y a un Gaule et il y a une tête qui passe. » Oui, eh bien, il a battu les 7 péchés mortels ou les 7 péchés capitaux. Les Mayas les appelaient des obstacles. Et il y avait 2 approches d'apprentissage. Suivre l'enseignement de la prêtrise pour apprendre à les battre. Comment étaient-elles associées? Elles étaient associées dans une pyramide de conscience. Et comment ça marche? Chacune représente une partie du corps. Par exemple, la paresse correspond aux jambes. Le désir représente le 2e chakra. C'est la zone des passions, de la sexualité. Le niveau suivant, c'est l'avidité. Prendre tout ce qu'on peut, voler. Évidemment, prendre sans avoir le droit. Ensuite, au niveau de notre laboratoire, la colère, qui est le pire, parce que ça vous ramène au niveau 1 en une fraction de seconde. Ensuite, la gourmandise, qui est localisée dans la bouche et l'estomac. C'est manger beaucoup trop. Ensuite, c'est l'envie au niveau des yeux et ensuite l'orgueil au niveau de la tête. Et voilà, ce sont les 7 péchés mortels. Et c'est comme ça qu'il les comprenait. Et donc, quand on va faire ce jeu de ballon, quand le jeu est fini, c'est la fête. Ils ont passé l'examen. Ils sont devenus des initiés. L'ego a été décapité. Les serpents qui sortent, ce ne sont pas du sang, c'est les péchés qui s'envolent. Et ensuite, on prend cette tête par les cheveux, et ça représente les faux dieux qui ont été vaincus. Et le crâne que l'on voit gravé dans le mur et qui parle, il est auréolé, c'est pas la mort, c'est surmonter la mort. Donc c'est aussi simple que ça. C'est simple, et en même temps, comment pouvons-nous l'intégrer? Comment pouvons-nous nous y connecter? Je vais vous dire ce qu'on peut faire. Nous faisons des séminaires avec Lucie, ma sœur. Oui, je l'ai interviewée aussi. Lucie, j'ai 2 vidéos. Donc, allez voir. Elle est vraiment un don pour le monde. Comment on fait? C'est très simple. À partir du moment où on a ouvert les yeux le matin, balayer, nettoyer le jardin, faire du yoga, ou du karaté ou de l'aïkido, ce que vous voulez, faites bouger votre corps. C'est la première chose. Ensuite, on va se battre contre la gourmandise, par exemple. Donc notre nourriture est de la nourriture saine. Ensuite, on se bat contre l'orgueil. On va assister à des cours sur les sciences anciennes qui vont nous faire comprendre où est-ce qu'on est entre le macrocosme et le microcosme. Et sur 24 heures, on a des activités qui permettent de trouver et de battre ces démons. Et donc, l'abondance est là aussi.
Tout ça, c'est en harmonie. C'est exact. Par exemple, l'avidité, eh bien, faire la charité, c'est le détachement. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir pauvre, qu'on va manquer de quelque chose. Quand on est détaché, les choses viennent vers vous. C'est comme ça que cela marche. Pour la sexualité, il y a deux routes qu'on peut choisir. L'une, c'est la chasteté, croire au célibat, et apprendre l'alchimie sexuelle. L'autre, c'est la voie des dieux, c'est-à-dire rejeter la sexualité des animaux et réapprendre la sexualité des dieux. Et pourquoi faire? Pour obtenir un état d'illumination permanent au niveau émotionnel, mental, jusqu'à l'orgasme. Un état extatique tout le temps. Et on se détache de la tyrannie des hormones. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création. Tout ce qu'on voit, c'est du sexe métamorphosé. C'est de l'énergie sexuelle transmutée. Donc, quand on fait l'amour véritablement, on crée des planètes, des étoiles. Oui, c'est une phrase qu'un de mes amis a dit. Elle a compris dans une expérience extatique qu'une nouvelle étoile était née. Pouf, qui a explosé comme ça dans l'univers. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps parce que vous devez prendre votre vol et je suis vraiment reconnaissante du temps que nous passons ensemble. Est-ce qu'il y a un autre domaine dont vous voudriez parler? Je sais que vous êtes en train de faire un film et qu'il va y avoir beaucoup d'informations là-dedans. Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Eh bien, le film, c'est comme un film de science-fiction et aussi d'horreur un peu. C'est une histoire pour véhiculer des valeurs très importantes. Peut-être que nos amis co-créateurs vont avoir envie de faire encore des devoirs et de chercher sur Google l'étoile noire qui est entrée dans notre système solaire. Ce n'est pas une étoile qui va entrer en collision avec la Terre, c'est une étoile qui rentre et qui sort tous les 3200 ans du système solaire. Et il faut être conscient de ce qu'elle représente. On peut la trouver sur le site de la NASA, qui l'appelle Tycho. En hébreu, c'est Tarka. Le livre des révélations, c'est Wormwood, Arenko, Nibiru, la planète X. Elle a beaucoup de noms. Et c'est très important, très intéressant d'aller rechercher ça. Et soyez conscients de ce qui se passe. Et c'est ça le sujet du film. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est toujours une bonne nouvelle. Ça fait 3200 ans qu'elle est passée. Quel que soit ce qui s'est passé, c'est ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons contrer le mal qui s'en dégage? C'est d'abord de retourner au divin féminin. C'est vraiment ça notre travail aujourd'hui. C'est faire un effort quotidiennement. Et je vous l'ai dit, co-créateurs, faites cet effort un petit peu tous les jours pour voir le visage féminin de Dieu dans chaque femme que vous rencontrez. C'est la méthode la plus rapide pour battre Nibiru. Le calendrier Maya, c'est terminé, mais il redémarre. Et le mal n'a pas disparu, il s'effondre. Il faut lui donner encore une petite poussée pour qu'il disparaisse. Et tous ensemble, en nous tenant la main, en nous voyant tous comme des divins co-créateurs, égaux, à partir du moment où nous savons qui nous sommes, d'où nous venons, nous allons arrêter de faire les choses mauvaises que nous faisons. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur Facebook qui m'a dit que le soleil était un portail. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais on sait depuis au moins 30 ans que la Lune est habitée.
par des créatures, pas par des êtres humains. Bon, des créatures de différentes formes, certaines qui ont besoin d'air, d'autres pas. Tout l'univers est habité. Les gens me demandent pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas nous sauver? Mais pourquoi le feraient-ils? Ils sont tellement avancés dans leur civilisation qu'ils comprennent que le processus d'évolution de toute espèce est dirigé par la première loi de la création. C'est comme deux caméramans qui vont en Afrique et qui se mettent à filmer une hyène en train de manger un veau tout en distrayant la mère. Un enfant va dire « Hé, maman, pourquoi est-ce que les caméramans ne font rien pour sauver le veau ?» Mais parce que ce n'est pas leur travail. Ils sont là pour filmer qu'est-ce qui se passe en Afrique. Et c'est la même chose. Ils ne vont pas interférer. Si ils pouvaient le faire, ils l'auraient déjà fait. Non-intervention, c'est ça. C'est leur devoir. Et si nous avons créé du désordre, c'est à nous de le régler. Et il faudrait commencer tout de suite. Merci infiniment, Alberto, pour cette conversation. C'était un honneur. J'ai hâte d'aller à Mélida pour vous revoir. Oui, bien sûr. Bienvenue. Vous aussi, venez à Mélida. Vous allez adorer. C'est au nord du Yucatan. Oui. C'est en fait le portail vers le monde maya. Il y a des musées, de l'art, la nourriture, la culture, la musique. C'est époustouflant. Et nous sommes l'État le plus sûr du Mexique et du monde entier. Zurich était la plus sûre et maintenant, c'est nous. J'ai vraiment hâte de venir là-bas et de faire d'autres vidéos avec vous. Merci pour votre savoir, pour votre passion, d'avoir partagé tout ça, de me permettre d'apporter cette connaissance à tous. C'est ma responsabilité que le plus de gens possible soient au courant. Bon, tu as mon mail. Tout ce que nous avons fait sur les 30 dernières années, rien ne m'appartient. Ça appartient à l'humanité. Voilà, vous me demandez, je vous le mets dans un email et je vous l'envoie. Répandez-le. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir partager votre email? Oui! Allez-y, les co-créateurs! Enfin, on peut commencer avec unapu@yahoo.com. Oui, je mettrai cette information dans la vidéo. Merci, mes merveilleux co-créateurs. Vraiment beaucoup de bénédictions depuis cette terre maya. Et je vous souhaite de très belles aventures. Au revoir!